Comprendre le marketing sportif. Le mesurer, le définir et agir. Bienvenue sur Field Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast sur un sujet qui pour moi est stratégique. Le sport est devenu une véritable industrie culturelle, sociale et économique. Les événements sportifs mondiaux, comme les JO ou la Coupe du Monde, génèrent des milliards d'euros de revenus, des engagements et de retombées médiatiques aussi. Ainsi, le marketing sportif n'est plus une option, il est au cœur des stratégies de développement, de visibilité et de performance pour tous. Ainsi, les objectifs de les vidéos seront les suivants. Tout d'abord, comprendre les fondements du marketing sportif, identifier ses acteurs, ses outils et ses enjeux. Donner des clés opérationnelles pour agir sur le terrain. Eh bien oui, parce que aujourd'hui, quand on parle de marketing sportif, on peut avoir quoi en tête ? Les clubs professionnels, la NBA, la Champions League, l'UEFA, mais aussi un grand nombre d'écoles qui pullulent partout sur le territoire et qui coûtent, pour vendre des bachelors ou des masters, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, l'idée ça va être très simple, avec quelques outils, c'est de donner des billes pour comprendre comment tout cela fonctionne et pouvoir avancer de vos propres gré. On va aller encore un peu plus loin maintenant sur la démarche. Et on va donner quelques chiffres. Pourquoi le marketing sportif est un sujet stratégique ? Déjà, il y a un marché mondial du sport qui représente, on va dire, 700 milliards de dollars aujourd'hui, selon PwC. Une croissance annuelle de 5 à 7%. Un impact qui est transversal, puisque son impact est d'un point de vue économique, sur la santé, l'éducation, les territoires, voire même la diplomatie. Il y a des liens directs entre la visibilité, les revenus et les performances sportives, quand on parle aussi de marketing sportif. En France, plus de 2% du PIB est lié à l'économie du sport. Donc en fait, quand on met en relation tout ça, on se rend compte que la génération de revenus, le fait d'attirer des audiences et des publics, de représenter des territoires ou de permettre la valorisation de certains territoires, fait partie vraiment d'une démarche et d'une réflexion contemporaine. Donc définissons tout d'abord le marketing sportif, parce qu'on peut avoir différentes vues là-dessus. Le marketing sportif, c'est l'ensemble du côté technique marketing appliqué au sport dans un double objectif. Vendre du sport dans un premier temps, des billets, licences, produits dérivés, et utiliser le sport pour vendre. Sponsoring, partenariat et image de marque. C'est pour ça qu'il y a des mots-clés, termes-clés, qui sont un peu d'anglicisme, qui sont parfois employés, comme le sportainment, qui est contraction entre sport et entertainment, donc qui donne une dimension spectaculaire et émotionnelle à l'expérience sportive. Le fan engagement, capacité d'un club ou d'un athlète à interagir durablement avec sa communauté. Et le brand equity, qui est le capital de marque, qui est la valeur perçue d'une marque par le public. Et en fait, ces notions-là sont très importantes parce que c'est ce qui va définir les actions et les relations que possèdent certaines marques avec certains clubs ou certains ayants droit, pourquoi certains événements sportifs choisissent tel ou tel positionnement. Et vous allez voir que c'est capital par rapport à la suite de notre expérience. Mais avant ça, quand on parle de aussi marketing sportif comme terme à employer, on va employer le terme de fan expérience, qui est l'expérience que vivent les fans, du coup, à travers un club, un événement sportif, à travers un athlète, dans tout ce qui va le lier émotionnellement et dans les faits à ces acteurs-là. Et le storytelling. Le storytelling, c'est l'histoire que l'on va raconter pour pouvoir encore faire en sorte de faire agrandir l'audience et de porter l'audience et de vraiment
faire en sorte qu'elle puisse s'identifier à ce que met en place l'acteur sportif. Et qui sont les acteurs du marketing sportif? Tout d'abord, on va parler des clubs sportifs. Les PSG, Olympique Lyonnais, l'Asvel, le Stade Toulousain, le RC Lens, le Limoges CSP, le FC Istres, Bordeaux, Bordeaux-Bègles, par exemple. Voilà, tous ces clubs sportifs qui, de base, ont une structure qui est amateur et qui, petit à petit, sont construits en termes de société commerciale pour pouvoir générer et développer des revenus, que ce soit, du coup, dans le monde professionnel, tout simplement. Numéro 2, les fédérations et les ligues. La Fédération française de football, la Ligue nationale de basket, World Athletics, sur l'athlétisme, où là, pour le coup, les fédérations, elles, sont plus des entités publiques, des associations qui donnent les règles et régissent plutôt tout ce qui est la coordination et l'organisation plutôt du sport amateur et les équipes de France et des coupes nationales, quand les ligues pro sont, on va dire, une délégation la majorité du temps de la fédération et qui pour le coup va permettre les ligues de professionnaliser la démarche, notamment autour des clubs professionnels. C'est pour ça que maintenant on parle aussi de ligues professionnelles, la structurer pour faire en sorte de faire les plus grands revenus possibles. Et ces ligues sont généralement privées. On parle aussi, quand on parle d'acteurs du marketing sportif, des athlètes et des agents. C'est pour ça qu'on parle de personal branding, de contrat d'image, où là pour le coup ces athlètes qui sont, on va dire, les acteurs aussi principaux dans ces ligues, fédérations ou autres, qui représentent, qui portent les maillots, qui courent sur le terrain, qui sont des athlètes de haut niveau, sont représentés par des personnes qui négocient leurs contrats et qui les protègent, qui sont censés du moins les protéger en fonction des expériences. Les sponsors et les marques, Nike, Coca-Cola, Intersport, Société Générale, pour ne citer que, qui peuvent être endémiques ou non endémiques, on le mentionnera plus tard. Les médias et diffuseurs, Beansport, l'équipe, Amazon Prime Vidéo par exemple, les organisateurs d'événements comme ASO pour le Tour de France, les JL Event, collectivités locales, parce qu'elles cofinancent et elles accueillent et elles valorisent du coup le sport dans les territoires français, et les distributeurs, d'équipements sportifs aussi. On peut citer par exemple les Decathlon ou les Fanatics. On pourrait aussi, dans l'aspect médias et diffuseurs, parler de plateformes OTT comme Sportall ou des plateformes digitales qui ont connu une belle croissance ces dernières années, comme Twitch aussi par exemple. J'aurais parlé de Sportall, mais comme j'aurais pu parler aussi de faux sport. Quand on regarde cette cartographie globale, on peut donner, on va dire, qu'il y a un intérêt croissant et des synergies entre tous les acteurs que j'ai mentionnés, d'un point de vue visibilité, engagement, conversion et des valeurs qui sont partagées. Maintenant, on va parler, on va dire, des grandes missions, des grands enjeux liés au marketing sportif. Déjà, c'est de créer de la valeur perçue autour du sport. C'est-à-dire montrer qu'il y a un réel intérêt de la part des communautés, des publics, des acteurs du sport, et une vraie capacité à pouvoir générer des revenus de façon à ce qu'on puisse voir, on peut porter le sport dans les esprits, dans les cœurs, et aussi d'un point de vue économique. Fidéliser les publics, les fans, les licenciés, les partenaires, générer des revenus, billetterie, merchandising, sponsoring, valoriser le territoire et les retombées économiques locales, et développer des relations durables avec les marques. Exemple, un Roland-Garros qui génère chaque année plus de 300 millions d'euros de retombées économiques indirectes dans la région Île-de-France. Donc ça donne sur ces 3 premiers points, ça donne une vue globale sur ce qui se passe et comment les acteurs interagissent entre eux. Parce que quand on parle d'enjeux économiques, ça veut dire quoi ? On parle de rentabilité sur les droits TV, quand il y en a qui arrivent encore à en gagner, sur les activations mises en place par les marques, en plus des droits marketing qu'elles ont payés pour être associées à certains événements, la billetterie, les produits dérivés.
Quand on parle d'enjeux politiques, on parle de quoi? On parle de territoires qui essaient de se promouvoir. Déjà en France, par exemple, quand on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on sait qu'elle est très connue aussi d'un point de vue sportif, parce qu'on parle de sport de ski, les autres sports de montagne, l'escalade, entre autres, etc. Comme on peut parler aussi dans le sud-ouest des aspects par rapport au surf ou au rugby, par exemple. C'est une terre aussi, le sport permet de pouvoir générer des emplois, parce que le fait de susciter de l'intérêt et des mouvements de foule et des personnes qui se déplacent et qui en parlent, faut des personnes pour gérer les situations. Et ça génère même des retombées économiques indirectes, à l'instar de ce qui se passe en Ile-de-France pour Roland Garros, parce que y a des hôtels, il y a des emplois, il y a des personnes qu'il faut faire de l'entretien, il faut des personnes à l'instant T pour gérer l'événement, peu importe le rôle qui va être donné, que ce soit un rôle de cadre ou un rôle, on va dire, de salarié ou d'employé, par exemple, on va dire tout compte. Et donc, du coup, on participe à un rayonnement local grâce aux événements sportifs. Et c'est dans ce sens-là aussi que, quand on parle de certains territoires, visite South Africa, ou bien d'autres pays qui essayent de se montrer sur des t-shirts, sur des maillots de clubs de Première Ligue, sur des maillots de clubs de Ligue 1. Et c'est comme ça qu'aussi ils essaient de valoriser leur territoire à travers le sport. Et de pouvoir se racheter une image, ou pouvoir montrer que, finalement, peut-être que là-bas, c'est pas si dangereux que je ne pensais si c'est associé à mon club préféré. C'est sur ces éléments-là aussi que le sport joue, et le marketing sportif a un enjeu aussi là-dessus. Les enjeux sociétaux, bien évidemment. L'inclusion, le sport santé, le développement durable et l'accessibilité. Les enjeux culturels, parce que le sport, quand même, son essence, est un outil de lien social. Et quand on rentre dans un point de vue marketing, ça veut dire influence et potentiellement soft power. Chapitre 4.4. Les outils de mesure quand on parle de marketing sportif. Alors tout d'abord, il y a les outils de mesure de performance marketing. Ils diffèrent toujours en fonction de là où on se place, mais j'ai essayé de faire en sorte, dans cette vidéo, de pouvoir structurer les choses de façon à ce que ça puisse être clair et que vous puissiez, on va dire, catégoriser des indicateurs de performance. D'un point de vue marketing, en fonction de comment on se situe, de quel acteur on est, dans le monde du sport, on peut parler de nombre de licenciés ou d'adhérents, de taux de remplissage, notamment dans les licences sportives, de communauté, de CA, merchandising ou de boutique. Ça, c'est plutôt les éléments qui sont les paniers moyens, etc. C'est grosso modo ce qu'on peut avoir autour des éléments marketing quand on pense à ça. J'aurais pu en mentionner encore plein d'autres, mais ça va faire l'objet de cette vidéo parce que c'est juste au moins une introduction dans ce cours que je vous donne. Les outils de mesure numéro 2, on peut parler sur la communication et les réseaux sociaux, quand on parle de reach et d'engagement, que ce soit les likes, les partages, les commentaires. L'audience cumulée sur un événement, que ce soit sur la télé ou bien le digital. Le nombre d'abonnés gagnés grâce à une campagne. Parce que les événements sportifs, à l'instar de d'autres vidéos que j'ai fait, par exemple, sur comment on construit un événement sportif, à un moment donné, même si une marque est affiliée à un club, une ligue, une fédération, il y a des temps forts dans une saison. Il y a des temps forts sur lesquels elle va essayer de mettre du budget, de communiquer de façon précise. Et que, en fonction de ces objectifs, on va calquer un temps donné, par exemple, on va prendre 3 mois sur une opération, ou 1 mois ou 2 semaines, et voir quelles ont été les retombées et quelle a été l'évolution, par exemple, sur le nombre d'abonnés gagnés par rapport à cette campagne sur les réseaux sociaux. Le 4.3, donc on va parler maintenant en termes d'outils de mesure des médias, d'autres médias, donc les parts d'audience sur un match, les revenus liés aux droits TV ou les revenus publicitaires générés. Le nombre de mentions dans la presse ou dans la radio sur un temps donné. C'est pour ça qu'en fin de saison, par exemple, un partenaire d'une ligue va essayer d'estimer, grâce à des acteurs comme Kantar et Nielsen, son ROI média. Ça veut dire quelle valorisation publicitaire il y a eu par rapport à la saison donnée. Et grosso modo, ça veut dire que
en s'affiliant par exemple à une ligue X, sur toutes les mentions qu'il y a eu pendant l'année, que ce soit en prenant tout, les journaux locaux, les journaux nationaux, la télé, les réseaux sociaux, etc. Il y a des machines qui calculent tout ça et qui estiment que ça estime à tant de revenus. Ok. La vente, maintenant je vais parler d'un autre aspect, la vente et le ROI des campagnes. Donc aussi il y a le nombre de billets vendus liés à un événement, ou à un match par exemple ou autre. Le nombre de nouveaux contacts liés à des partenaires si on se place plus dans une vue qui est B2B. Le ROI d'une activation. Un jeu concours a généré combien de ventes? Un jeu concours a touché combien de personnes? Un jeu concours a généré combien d'impressions? Lors de l'Euro de football féminin, apparemment ça a battu tous les records parce qu'il y avait 360 millions de téléspectateurs en cumulé en 2022. Pour vous donner une vue globale, parce que dans le marketing sportif, à l'instar de tout ce qui est les aspects du marketing, tout doit être forcément calculé et précisé. Et si aujourd'hui des personnes essaient de vous vendre des produits ou des services liés au marketing sportif, il faut toujours voir comment tout cela est quantifiable, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, et à voir comment c'est catégorisé. Est-ce que l'objectif du coup c'est de créer des ventes et des revenus, chiffre d'affaires, billetterie, merchandising, hospitalité, sponsoring. C'est la communauté et la visibilité, en quel cas il faut se caler sur le nombre d'impressions, la part de voix média, le earned media value ou le paid media value, en fonction de comment les gens se situent. Si c'est d'un point de vue audiovisuel et TV, la durée d'exposition, le temps moyen passé par un acteur à regarder les contenus, le nombre de vues, streaming, les audiences cibles et comment elles sont segmentées et catégorisées, les engagements aussi communautaires, le taux d'interaction social media, les abonnés actifs, le sentiment analysis qui est censé, on va dire, prendre la température sur l'opinion publique aussi liée à un acteur donné, et surtout aussi l'exploitation des données CRM, collecte liée à des activations ou la conversion de fans en acheteurs. Chapitre 5, on va parler maintenant dans ce cours sur le marketing sportif, rapide, cette introduction, sur le sport professionnel versus le sport amateur. Dans un premier temps, le marketing du sport professionnel. Il est piloté, comme on l'a dit en introduction, comme une entreprise. Donc une gestion de marque, un CRM, la segmentation du coup des clients, des publics, des fans, des supporters, et du coup des key performance indicateurs. L'objectif, c'est au-delà de la performance sportive, avoir une performance qui est aussi économique, avec des enjeux de visibilité, de croissance, voire potentiellement en fonction de la marque, d'internationalisation. Et aujourd'hui, tous les clubs professionnels ont une capacité à être internationalisés. Parce que soit ils ont cette appétence, cette compétence terrain, donc sportive, auquel cas ils peuvent valoriser leur expertise et leur expérience un peu partout dans le monde, à l'instar d'un club de football en Ligue 1 qui déciderait de créer une école de football, de soccer aux États-Unis, pour être hyper crédible, mais aussi du coup en performance économique, parce que des acteurs ou des territoires sont déjà très connus de par leur performance internationale, mais aussi ont créé peut-être une identité visuelle, une identité de marque qui fait qu'on a envie de les suivre. C'est le cas du PSG. Aujourd'hui, le PSG, ils ont créé une sorte de... ils sont performants d'un point de vue sportif, à l'échelle nationale et internationale. Et en plus, le partenariat ou l'expertise et le savoir-faire qu'ils ont en s'associant à des marques comme Jordan ou autres, sont entrés dans un aspect qui est plutôt lifestyle, donc on parle plus de façon de vivre, dans lequel on rentre du coup dans la façon de vivre et du coup dans les codes que l'on partage liés à sa marque. Là pour le coup en termes d'internationalisation c'est super intéressant, parce qu'il y a des gens qui vont porter peut-être les vêtements, nos maillots, nos pulls, nos t-shirts, parce que c'est cool à l'international, à l'instar de ce qu'a réussi à être très bien à faire la NBA en voyant qu'aujourd'hui, quand on traîne même dans la rue, il y a des gens qui ont des jerseys de LeBron, de Kobe Bryant, Michael Jordan ou autres. Les activations aussi des partenaires, aussi dans le sport professionnel,
Parce que quand ils achètent des droits de marketing sportif à un club, plus les droits sont élevés et onéreux, plus ils ont droit à certaines contreparties. Et après, derrière, ils essaient de faire vivre les partenariats. Donc, en faisant vivre le partenariat, ça crée, on va dire, des revenus supplémentaires en termes de marketing. Tout à l'heure, je vais mentionner un exemple, parce que le PSG a franchi la barre du milliard de valorisation grâce à sa stratégie de marketing international. Messi est venu au club, donc performance sportive, l'association Jordan Brand, performance économique, des territoires qui sont très très bien exploités, on parle par exemple de l'Asie, et là, bang, tu as réussi à faire quelque chose de très intéressant d'un point de vue marketing et commercial. Maintenant, on va parler du marketing du sport amateur. Aujourd'hui, le contexte, c'est qu'on a environ 180 000 associations sportives aujourd'hui en France. Leur objectif, il est simple. À chaque fois, c'est recruter, fidéliser, financer et rayonner dans leur zone de chalandise. Peu importe, c'est là ça peut être très bien le club d'une grande métropole, comme ça peut être une association de village, ou justement un petit village qui cherche continuellement à pouvoir vivre avec ce qu'il peut faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, ça crée de l'emploi et ça crée de l'élimination. Et du coup, j'estime qu'aujourd'hui, les clubs amateurs sont des vrais acteurs du dynamisme local. On est un acteur de la ville. C'est ça qu'est un club. Et même s'il y a des contraintes de temps liées au bénévolat, les budgets qui sont limités, parfois une dépendance qui est liée aux subventions, pas toujours l'occasion ou l'expertise pour pouvoir embaucher ou structurer et d'avoir des salariés à plein temps ou en part-time, aujourd'hui, les clubs sont quand même très importants dans l'écosystème d'une ville. Et donc les solutions de sponsoring local, chercher des outils numériques, effectuer des événements participatifs, c'est très intéressant, mais encore faut-il avoir une équipe qui est dédiée. Et quand il y a une équipe qui est dédiée, là, on peut faire des choses intéressantes. Que ce soit des tournois avec des commerçants locaux, créer des pages sur les réseaux sociaux, des newsletters, des petites boutiques. Il y a plein de choses qui sont à faire, mais il faut déjà comprendre quelle est son identité. Quand on parle d'identité, c'est qui on est et qui on voudrait être à terme. Et en ayant un vrai recul sur la capacité de notre ville ou de notre village, de notre quartier, jusqu'où on peut aller. Et derrière, en fonction de ça, cette identité-là va permettre de mieux raconter l'histoire, de partager ce qu'on veut faire et où on souhaite aller avec les sponsors et les partenaires. Parce que le défaut des clubs amateurs, c'est de venir vers les clubs et vers les sponsors et leur dire « Ah, donnez-nous de l'argent ». Mais en fait, moi j'ai besoin que tu crées une histoire, j'ai besoin que tu crées un lien. Tu peux pas juste venir comme ça et me dire que tu veux ça, c'est pas possible. J'ai besoin que tu m'embarques dans ton histoire, j'ai besoin de savoir où est-ce que tu vas aller au maximum. Et là, c'est plus intéressant. Donc du coup, ce qui est cool, par contre, dans le sport amateur, c'est que malgré les ressources limitées, la proximité, elle est ultra forte. Quand, par exemple, pour une ligue qui cherche à vendre son contenu, je trouve que le lien, quand on veut sponsoriser une ligue, il est beaucoup plus rationnel. Quand on est sur un club qui est du coin, un club amateur ou autre, si on a un acteur local, il peut y avoir ce petit coup de cœur et de se dire « Ah putain, c'est le club de mon coin, j'ai envie de voir ce que ça donne et d'aller encore un peu plus loin. » Et ça peut être un kiff. Okay. La professionnalisation, elle est quand même très progressive dans les clubs amateurs et c'est quand même très intéressant en termes de communication, RSE, commercial, relations d'entreprise. Et donc du coup, il y a beaucoup d'événements du coup, qui se créent. On peut parler de la CAN, d'Île-de-France, des trucs comme ça, où il y a même des marques du coup, qui vont sponsoriser ce genre d'événements-là, parce qu'il y a une identité, parce qu'ils sont structurés, et que du coup, tu arrives à avancer là-dedans. Et en fait, je pense que peu importe le club, il faut toujours avoir une démarche qui est claire et structurée, et savoir où on souhaite aller. Et c'est beaucoup plus simple. Parce que oui, c'est vrai qu'en plus, avec les règles qui sont maintenant, tout le monde ne peut pas aller au niveau professionnel. Par contre, tu peux être professionnel déjà dans ce que tu sais faire. Et ça, c'est quand même important, je trouve. On va parler maintenant des distributeurs, quand on parle de marketing sportif. Le rôle des marques dans le sport. Déjà, il y a deux types de marques, on va dire. Le rôle des marques endémiques. Donc, les marques endémiques dans les sports, c'est les Nike, les Intersport, les Adidas. Donc, eux, on va parler comme de marques non endémiques et ensuite, on parlera de marques non endémiques. Donc, l'objectif des marques endémiques, pour eux, c'est très clair. Tester les produits en conditions réelles et les vendre. Développer leur notoriété et les ventes. Asseoir du coup leur légitimité sportive, créer du contenu authentique, un peu des behind the scenes, comment les produits sont construits, où est-ce qu'on va aller chercher, avec quel athlète on va s'associer, et fidéliser les communautés sportives. Parce que ça sert à ça. Eux, ils sont là pour vendre des produits sportifs. C'est ça leur but.
Et les marques non endémiques, en fait, c'est des marques qui n'ont de base rien à voir avec le sport. Par exemple, une marque de boisson. En fait, les boissons, c'est fait pour s'hydrater. Donc, en fait, de base, ça n'a rien à voir avec le sport. Une boîte comme Orange, de base, c'est de la téléphonie. Ou bien de l'IT. Vous allez prendre comme vous voulez. Ou bien un BNP Paribas. C'est des banques. De base, ça n'a rien à voir avec le sport. Par contre, ils utilisent le sport, comme on a dit avant. On a dit au tout début, il y a cet aspect de se dire que le marketing sportif, c'est l'ensemble des techniques marketing appliquées au sport dans un double objectif. Et on en a dit un, c'est vendre du sport, des billets, licences et produits dérivés. Et l'autre, c'est utiliser le sport pour vendre. Et là, pour le coup, on est typiquement dans ce deuxième cas pour les marques non endémiques. Utiliser le sport pour vendre. Utiliser le sport pour se faire voir, pour augmenter la notoriété. D'où le fait, pour les objectifs des marques non endémiques, c'est de toucher de nouveaux publics, valoriser leurs actions et leurs engagements sociétaux, créer de la dynamique et créer de la sympathie et de la proximité autour de la marque, utiliser les émotions du sport comme un vecteur de lien et augmenter leur impact local ou international en fonction de la portée de l'événement. Du coup, quand on regarde ces deux acteurs, les acteurs endémiques et les acteurs non endémiques, il y a des points de contact qui sont essentiels entre les pratiquants, les spectateurs et les marques. Et du coup, derrière, il y a une vente directe via des plateformes par rapport à des enseignes comme Decathlon, Nike, Intersport ou autres. Mais il y a toujours cette idée de se dire que dans les marques endémiques, on va essayer de pousser l'expérience et les actions marketing pour booster la notoriété et l'image, pour se dire qu'on a confiance en cette marque-là. Le Nike, c'est comme ça qu'ils sont grandis en s'associant à des champions inspirants. Et en fait, directement, ça crée du coup une image en tête de dire, mais en fait, les meilleurs, ils ont ça. L'engagement, la conversion, la fidélisation, c'est ce qu'ils cherchent toujours à faire, toujours à dire. Donc la marque soit imprégnée chez vous et dans votre cœur. Sur les marques non endémiques, la concurrence peut être beaucoup plus grande, avec cette diversité d'acteurs. Et il faut savoir que dans les marques, avant que je bascule sur les marques endémiques, les marques endémiques, elles ont aussi des verticales. Certaines sur les sports collectifs, d'autres sur les sports outdoor, par exemple, d'autres sur les sports aquatiques, par exemple. Donc voilà, il faut faire attention aux verticales qui sont associées à ces sports-là. Mais généralement, ils vont rester dans une ou deux briques sportives. Ils ne vont pas aller sur tous les sports non plus. Sur les marques non endémiques, l'audience, elle est plutôt alternative. Parce qu'on cherche, on va dire, à adoucir une image. On cherche pas forcément à se dire qu'on va avoir du trafic direct. On cherche à avoir une audience qui est alternative, une audience qu'on ne connaît pas forcément, avec laquelle on va petit à petit créer du lien, créer du contact, créer une affinité liée à la communauté qui aime la marque, par exemple. Et petit à petit, utiliser le sport pour ramener encore d'autres personnes et se dire que, cette banque-là, je l'ai vue plusieurs fois, et en fait, avec mon club ou avec des clubs que j'aime bien, et j'aime bien ce qu'elle promouvoit, et j'aime bien ce qu'elle sponsorise, donc ça peut potentiellement m'intéresser. Le contenu qui est narratif, le brand content, le storytelling, comme on disait tout à l'heure. Comment on va faire du lien et dire que en fait, cette banque-là, en fait, qu'elle soit associée à ce club, ou cette ligue ou cette fédération, ça fait du sens, parce qu'elle veut aller dans tel ou tel truc. C'est comment on appelle ça, ces clients ressemblent ou sont de telle ou telle catégorie socio-professionnelle. C'est des éléments comme ça qui sont importants. Le leadership sociétal, avec des verticales choisies comme l'aspect féminin, la durabilité ou autre. Et ensuite, faire des RP et des médias positifs pour parler des marques. Allons un peu plus loin maintenant sur un chapitre 7. Parlons maintenant des athlètes. Les athlètes, c'est eux finalement qui donnent les émotions, on a envie de leur ressembler, c'est un peu les héros des temps modernes. Et aujourd'hui, les athlètes ont aussi des problématiques perso, parce que c'est bien de taper dans un ballon ou bien de courir ou autre, mais à un moment donné, il faut gagner des sous, quoi. Et du coup, comment le marketing sportif peut les aider ? Parce qu'il y a un marketing des athlètes. Tout d'abord, quand on est athlète, on a cette capacité d'être connu, de vouloir être suivi. On peut parler ça des réseaux sociaux, mais même si on est peu sur les réseaux sociaux, même de par ce que vous représentez, vous êtes dans le journal du coin, on va essayer de dire « Ah, mais c'est lui, c'est le champion de badminton
qui a été champion de France, il représente notre région, avec les frères Lebrun, par exemple, à Montpellier, etc. C'est super cool et tout. Bon, maintenant, la réflexion, c'est de se dire comment l'athlète peut capitaliser aussi là-dessus pour pouvoir toucher des revenus supplémentaires et faire en sorte qu'au-delà des revenus qu'il gagne de par sa pratique, il puisse aussi toucher des revenus supplémentaires et pouvoir avoir une meilleure vie, tout simplement. Mais ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que tout simplement, il y a la monétisation parfois de contenu exclusif. Et on parle du coup de monétisation directe. D'où les OnlyFans, les mimes, Patreon, Twitch. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on se dit, certains acteurs se disent, en fait, je vais essayer de partager du contenu ou d'être actif sur ces plateformes-là pour avoir des contenus et des revenus supplémentaires. Et ceux qui m'aiment me suivront. Et c'est eux qui financeront aussi ma carrière. Et du coup, il y a un contrôle de l'image. C'est ça qui est un aspect aussi du marketing sportif chez les athlètes, c'est gérer son identité, gérer ses collaborations et gérer les dérives qui peuvent aller potentiellement avec. Parce que la potentialité des athlètes, aujourd'hui, elle est sous-exploitée par environ 90% des athlètes, même si ça commence à changer. Mais aujourd'hui, tout compte. Et quand on tend vers le professionnalisme, on doit tendre aussi, à côté de ça, de se créer peut-être une petite équipe. Ça peut être une personne, grosso modo, qui s'occupe de ça avec vous, mais de voir se créer un peu une identité qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir grandir et à terme capitaliser dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre du shampoing. Mais ça veut peut-être dire que si demain vous souhaitez, je sais pas moi, lancer votre business, lancer une marque de vêtements, j'aime beaucoup par exemple ce que fait Gershon Yebousselé là avec ses amis là sur hors d'œuvre. C'est chic, c'est sympa, et en fait à un moment donné, les gars se sont affiliés et se sont associés, et ça ne veut pas dire qu'ils vendent du shampoing, Gershon ne vend pas du shampoing. Mais en fait aujourd'hui, de par vu qu'il travaille bien aussi son image sur les réseaux sociaux, et après il y a ce qu'il partage et véhicule sur le terrain, tu as envie de savoir ce qu'il fait et tu as envie d'aller encore un peu plus loin avec lui. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, tous ces revenus alternatifs, les réseaux sociaux, potentiels si vous êtes à fond dessus, les marques, les conférences, tous ces aspects-là, au fait, sont à construire. Et en fait, quand on dit que les athlètes, il y en a, ils vont au JO, ils ont quasiment rien en poche. Et en fait, c'est triste à dire, quand même. Mais en fait, s'il y a du travail qui est mis à côté, ou il y a une personne qui va les aider à côté, en fait, derrière, tu es en mesure de, je pense, créer des revenus supplémentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle du NIL en NCAA, parce que depuis 2021, les athlètes universitaires peuvent monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance. Il y a des enjeux de professionnalisation qui sont très tôt, et une indépendance vis-à-vis des structures notamment françaises, avec une exode des talents qui vont aux États-Unis. Parce que les mecs vont être payés. Ils vont être payés plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour jouer en universitaire aux USA. Donc à un moment donné, quand tu es athlète, tu réfléchis à ça. Ça te parle. Parce que en plus de pouvoir te développer quand tu es suffisamment jeune, en fait, tu peux prendre un billet. Et quand on parle de marketing sportif, faut manger aussi. Ah ouais, il n'y a pas que l'histoire de dire ouais, c'est bien le sport, faut manger. Et donc quand tu sais que c'est pas forcément en te dansant sur TikTok, sur Insta ou quoi que ce soit, que tu as envie d'être vu, mais que tu es une structure qui peut être capable de te payer et que tu vis de ta passion, ça le fait. Donc en fait, ça c'est une image qui est liée aux sportifs, mais il y en a qui ont peut-être la double personnalité et qui peuvent avoir des billets liés aux sportifs, comme un peu un diamant blasi au basketball, et derrière avoir une image qui est très sympa à voir et que du coup, les gens avec des danses, des machins, ils veulent s'y associer, TikTok, machin, hop, tu fais des revenus supplémentaires, t'es blindé après. Et ça, c'est lourd pour un athlète. Et parce que et le fait est qu'aujourd'hui, je pense que ce vecteur-là est sous-exploité en Europe. Il est sous-exploité. Et en fait, les clubs sont peu armés pour aider les athlètes à se marketer. Et quand on dit se marketer, encore une fois, je ne dis pas que ça veut dire que tu vas faire des dingueries de ouf. Ça veut juste dire que tu es en mesure de te positionner, de se dire, tu peux construire un réseau professionnel, tu peux construire des compétences pro. Et aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore en Europe et en France ? Parfois, c'est douteux quand tu es sportif en plus. Donc c'est pour ça que les athlètes, parfois, ils se barrent aux États-Unis. Ce que je peux comprendre. Mais on doit être en mesure aussi, maintenant, d'avoir une structuration qui est beaucoup plus claire là-dessus. Et ça fait partie du marketing sportif. Et notamment, aujourd'hui, il y a des athlètes, les Cléopâtre Darleux, etc. Voilà, les Clarissa Agbenenou, Teddy Riner, Tony Parker, je pourrais en citer plein. Ils sont tous dans cette vibe-là. En fonction de la portée de leur communauté et de ce qu'ils aiment véhiculer, ils vont s'associer à certaines marques. Mais ça commence par un travail d'image qui est beaucoup plus profond.
Les outils de visibilité et d'activation. Donc, il faut savoir que quand des acteurs s'associent entre eux, ils utilisent des plateformes pour pouvoir, grosso modo, se montrer et pour pouvoir être connus. On va donner un exemple qui est très simple et très clair à pouvoir partager. C'est celui, par exemple, des clubs de foot. Quand on parle de clubs de foot, c'est les clubs de Ligue 1. En fait, quand une marque associée à un club de Ligue 1, partenaire officiel, partenaire majeur, ce que tu veux, par exemple, elle a des supports de visibilité. Ça peut être des supports physiques, comme les maillots, tenues d'entraînement, ou des surfaces qui sont liées au haut du stade. Les panneaux, les habillages, des backdrops, des véhicules officiels sur la billetterie, voilà, ça peut être des éléments. Il y a des supports qui sont digitaux, au site web, réseaux sociaux, applications mobiles par exemple. Des médias, des contenus ou d'autres expériences qui sont liées à des activations. En fait, c'est tout ça dont on parle quand on parle aujourd'hui de visibilité et d'activation supplémentaire. Est-ce que c'est lié à la publicité traditionnelle, auquel cas dans le marketing sportif utilise forcément ces outils de communication parce qu'on parle de marketing qui est lié au sport, les réseaux sociaux bien évidemment, les plateformes immersives, Metaverse, Web3, etc. C'est encore un autre délire. Le marketing expérientiel, les fan zones, qui marchent très bien pendant les événements sportifs globaux, donc on dit internationaux, et les activations qui sont terrain. Par exemple, une marque de canapé qui sponsoriserait, je sais pas moi, la Ligue nationale de basket et qui placerait sur un corner ou sur un truc en particulier sur les terrains. Ah oui, non, je vais même rectifier ça, à l'instar de BetClick, parce qu'aujourd'hui on a la BetClick qui est la première division de basketball, et en fait qui avait, il y a quelques années, fait un peu le siège BetClick sur le bord du terrain, où du coup il y avait un jeu concours, et du coup les personnes au moment des playoffs pouvaient s'asseoir au plus près des terrains, etc. Super cool, parce que du coup on est vraiment dans l'expérience vraiment du fan, parce qu'on est au plus proche des acteurs, et ça c'est top. Et derrière, si on arrive à collecter et à bien affiner les datas, à bien connaître les cibles et les audiences, boum, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Decathlon, une association Decathlon Ultra du Mont Blanc avec un stand immersif, coaching, des goodies, des contenus en live sur les réseaux sociaux, c'est banger. Et c'est là où, en fait, ça nécessite un peu de créativité, mais là aussi, ça fait partie de la gamme et des métiers qui sont disponibles aujourd'hui quand on parle de marketing sportif. C'est parce qu'on parle aussi de divertissement et des expériences qui sont associées du coup au sport, qu'elles sont d'un point de vue physique ou d'un point de vue digital. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments là que je vous ai partagé par rapport à ce cours pour comprendre, on va dire, le marketing sportif et la relation entre les différents acteurs. Ce n'est pas la dernière fois que je ferai ce genre de contenu, mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez aller encore un peu plus loin sur certaines thématiques? C'est à vous de me dire pour que je puisse aller chercher les éléments et vous construire quelque chose de structuré, de dédié et d'efficace. J'aurais pu parler encore un peu plus en profondeur des enjeux économiques et sociétaux, sur la professionnalisation des structures amateurs, la diversification des revenus, l'attractivité un peu des territoires et l'événementiel, comment, on va dire, l'événementiel est devenu un levier de politique publique, avec notamment le marketing territorial. J'ai fait une vidéo dessus. Il faut savoir que, par exemple, des acteurs comme Paris 2024 a généré plusieurs milliards d'impact à l'époque, avant que Paris 2024 se fasse. Sur les prévisions, on parlait de plus de 4 milliards d'impact économique indirect et de 150 000 emplois temporaires générés grâce à un événement comme ça. Alors certes, on peut revoir la voilure un peu à la baisse en fonction des événements qui sont nationaux, qui ont moins cette portée internationale, mais il y a quand même des super trucs à faire. En fait, le marketing sportif, c'est pour ça que j'adore ça, c'est un système complexe et stratégique qui touche autant l'économie, la société que la culture. En fait, du coup, les clubs, les marques, et les athlètes et les institutions doivent comprendre, mesurer, innover, coopérer pour faire grandir un modèle durable et performant. Et donc, en fait, on parle d'une démarche qui va bien plus loin que vendre des maillots ou chercher juste un sponsor comme ça. C'est des visions qui sont stratégiques pour faire animer le territoire, pour faire animer le public, pour faire vivre des émotions. Et ce qui est le plus marrant, surtout, c'est que par exemple, des marques qui investissent dans le sport, elles ont beaucoup plus de chances aussi sur les opinion way
ou sur les différentes études, d'avoir une image qui est positive auprès du grand public qu'en faisant de la pub classique, on va dire, à la télé. Ça en fait partie, c'est l'objectif, mais utiliser le sport comme un vecteur de communication, c'est super intéressant. Et surtout, si vous avez une vraie stratégie de contenu et de marque pour pouvoir raconter l'histoire et aller encore un peu plus loin dans le dispositif. C'était Aristote sur Feel Good, le média qui vous apprend comment vivre du sport. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.